Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence dans le cadre du mois du logiciel libre, dont c'est la 10e édition. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Vinault, qui est membre du conseil d'administration de l'April et qui va vous parler d'Internet, de liberté sur Internet et d'une campagne qui s'intitule Dégooglisons Internet, qui a été lancée par le réseau Framasoft et qui a pour objectif de proposer un Internet libre, éthique, décentralisé et solidaire. En fait, c'est en réaction à la grande concentration des services qui existent actuellement sur Internet, les Google et autres. Mais bon, Nicolas va vous expliquer ça mieux que moi. Il y en a un deuxième. Ouais. Donc bonjour à tous. Juste pour commencer, juste quelques contacts si vous voulez, si vous avez des questions par la suite ou si vous voulez voir donc, les slides qui seront disponibles, qui seront publiés sur le site internet, si vous voyez envoyer des mails ou autre, ça peut toujours être utile. Donc au programme aujourd'hui, en fait, on va voir ça en deux parties. Une première partie, c'est faire un peu l'état des lieux de tous les problèmes de vie privée sur Internet et la centralisation des services. Parce que les gens ne sont pas forcément conscients du bordel infâme qu'est Google aujourd'hui dans le réseau. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le dos des utilisateurs et qu'on ne voit pas vraiment, et encore moins quand on est utilisateur lambda, donc pas du tout technicien et qu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est le réseau. Mais je vous rassure, ça ne sera pas technique. Et après, donc, il y aura la partie, les solutions, en fait, comment est-ce qu'on peut améliorer le système pour éviter de filer ces données à Google en permanence. Et quand je dis Google, c'est Google au sens large, c'est tous les services centralisés, ça va être Amazon, Facebook, Twitter et tous les autres de ce type-là, Microsoft, etc. Donc le premier gros ennemi qu'on a aujourd'hui, c'est un peu les problèmes de la surveillance de masse. La France s'y met aussi, mais les gros précurseurs du domaine, ça a quand même été donc l'affaire Snowden. Donc je ne sais pas si ça se voit très bien parce que c'est un peu petit. La NSA a passé des espèces de contrats avec les différents fournisseurs d'accès et les fournisseurs de contenu. Donc Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype, AOL et Apple. Et en gros, la NSA a accès à ces serveurs-là et peut demander à ces entités-là les données qu'ils ont sur vous. Récemment, on a eu une affaire de pédopornographie. La personne a été traînée devant les tribunaux parce que Facebook a lu ses mails privés et a averti le juge que des données pas très top traînaient dans ses courriers privés. Il y en a certains qui vont dire que c'est bien parce que ça a permis de bloquer un pédophile. Il y en a d'autres qui disent que Facebook n'avait pas à aller voir les données parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent trouver et c'est pas de leur responsabilité d'aller fouiller dans le système. Snowden a bien montré que c'était massivement utilisé. Donc ça parle de plusieurs dizaines de milliers de requêtes par an à discrétion du gouvernement états-unien. Donc on ne sait pas pourquoi ils ciblent telle ou telle personne. Donc ils font un peu ce qu'ils ont envie. Au niveau de ce qu'ils peuvent récupérer, donc déjà ça cible tous les gros fournisseurs de contenu sur Internet. Ils peuvent récupérer vos emails, tous vos chats, les vidéos. En particulier, ils ont capté une image toutes les 5 secondes de toutes les vidéos Yahoo du monde. Et quand on lance le programme de la NSA, il y a un joli petit warning qui dit « Attention, les images que vous pouvez voir, c'est choquant. Il y a à peu près 20% de pornographie sur les webcams Yahoo. » Ils ont récupéré les photos, la VoIP, donc toutes les communications téléphoniques qui ont pu arriver. Et puis tous vos logins. À chaque fois que vous vous connectez sur un Google, hop, ça marque un tel s'est connecté à telle adresse, telle heure, telle date, à consulter tel site. Et puis special request, donc ils peuvent demander un peu à leur demande. J'ai envie d'avoir accès à telle information, sortez-moi l'historique de vos connexions, etc. Google, bien entendu, fait partie des personnes surveillées par ce système-là. Au niveau de la surveillance de masse, donc il y a les accords avec les fournisseurs, comme on l'a vu, un programme Prism.
qui permettent de faire des saisies rapides. On ne va pas s'embêter à passer par le juge administratif ou autre. On va directement voir le provider et puis on lui demande gentiment les données et puis il les donne. Il y a des programmes beaucoup plus musclés de la part de la NSA, c'est les fournisseurs qui ne sont pas d'accord, et ben on va aller les infiltrer, on va essayer de faire l'interception de données, de se brancher sur les câbles, de sortir toutes les données comme on peut. Ils ont appelé ça le programme musculaire, ça porte bien son nom, hein. On sort les muscles et on tape. Et ils ont surtout un gros intérêt sur les métadonnées, c'est-à-dire les données en elles-mêmes. Ce que vous racontez dans votre mail, ça ne les intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est que vous avez envoyé un mail, à qui vous avez écrit, à quelle date, le sujet du mail aussi, ça peut les intéresser, s'il est chiffré ou pas, mais la donnée en elle-même ne les intéresse pas pour le moment. Malheureusement, ça commence à arriver aussi en France, donc on était relativement à l'abri, sinon espionnés par la NSA. Mais aujourd'hui, il y a les lois qui commencent à passer en France, donc la LPM, loi de programmation militaire, avec le fameux article 20 qui légitime un peu ce que la NSA a fait, version légale française. Donc on va demander à tous les fournisseurs d'accès à Internet de France de filer les données au renseignement militaire. Il y a une nouvelle loi suite à l'affaire les attentats Charlie Hebdo, qui est le projet de loi renseignement, qui est voté du 14 au 16 avril à l'Assemblée nationale, qui signe juste simplement la fin de la vie privée en France. On va non plus aller demander aux opérateurs téléphoniques ou Internet les données, on va carrément aller installer du matériel chez eux, et toutes vos données seront analysées en temps réel par les services de renseignement français. Bien sûr, on ne passe pas par le juge, trop compliqué, ça prend trop de temps, il faut justifier. Donc on chante tout ça et juste sur décret du Premier ministre, vous serez sous surveillance. Et puis tout ça au motif du terrorisme, parce qu'il faut bien réussir à justifier un peu. Et le terrorisme, c'est pas mal. On a eu début janvier, ça a pas mal boosté les mentalités. Donc c'était le bon moment pour sortir cette loi-là qui devait être en préparation depuis relativement longtemps. Ces problèmes de surveillance de masse, en fait, c'est en particulier permis grâce à la centralisation des données. On imagine bien que s'il y avait ne serait-ce que 10 000 Google sur Terre, la NSA ou la France n'aurait pas été tapée aux portes des 10 000 en leur demandant est-ce que je peux installer du matériel chez vous. C'est beaucoup plus facile quand ça concerne 5 grands fournisseurs d'accès dans le monde. Et donc ça, c'est la deuxième problématique en fait, par rapport à la centralisation d'Internet. C'est ce qu'on appelle, ce que Benjamin Bayard a appelé le Minitel 2.0. Internet a été conçu pour avoir l'intelligence à la périphérie du réseau et avoir un cœur de réseau qui soit complètement débile et qui se contente de prendre un paquet à droite et de l'envoyer à gauche. Et les opérateurs de contenu se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire leur business model avec ça. Donc ils ont complètement inversé le système du réseau et ils ont mis toute l'intelligence au cœur du réseau et des PC à l'extérieur qui sont complètement débiles, qui font rien du tout, sinon juste être passif et récupérer, juste lire une vidéo, consulter un article de blog, mais le contenu n'est plus à la périphérie du réseau, mais centralisé chez Google, chez Yahoo, chez YouTube, etc. C'est assez problématique parce qu'en fait, la plupart des gens ne sont pas conscients de cette centralisation-là. Globalement, on voit YouTube. Tout le monde va être bien d'accord que quand on va chercher une vidéo sur Internet, on va tomber sur YouTube dans 50% des cas, dans Dailymotion dans 30% des cas. Et le reste, ça doit être un journal qui doit héberger ses propres vidéos et tout ça. Mais quand on voit une vidéo, tout le monde sait, c'est associé à YouTube. Et d'ailleurs, on ne dit même plus aller voir une vidéo, on dit aller sur YouTube. Le problème de cette centralisation, c'est qu'il y en a plein d'autres. Alors là, ça va être la période un peu chiffre. Ça commence en fait dès le début du monde. Ce qu'on appelle le DNS, qui est en fait l'annuaire de recherche sur Internet. Quand vous demandez google.fr, votre ordinateur, il ne sait pas ce qu'est google.fr. Il a besoin d'avoir une adresse 192, 168, etc. Donc il y a des annuaires de données sur Internet. Et vous allez interroger ces annuaires-là pour leur demander dis-moi qui est un tel. Si on fait l'analyse de ces annuaires-là, j'ai pris donc le top 1000 Alexa, donc c'est le top 1000 des sites les plus consultés dans le monde, et le top 500, donc uniquement pour les sites français.
on a Google qui représente 8% du trafic. Donc en gros, quand vous demandez des domaines qui ne concernent peut-être pas Google, hein, ça peut être YouTube, ça peut être lemonde.fr, ça peut être n'importe quoi, La Poste, bah vous avez une chance sur 10 de tomber sur un serveur Google, et donc que Google soit au courant que vous avez demandé telle adresse. Donc quand c'est les adresses Google, bon bah à la limite ça les concerne, mais maintenant voilà, je me connecte sur le site du Monde, Google est au courant que je visite le site du Monde. Si après je vais voir le site de Mediapart par exemple, bah Google va être aussi au courant potentiellement que Mediapart, que j'ai été consulter Mediapart. Donc il est capable d'avoir accès à l'intégralité de vos données, votre historique de communication. Sachant que Google c'est un parmi les autres, mais en gros les 10 premiers, vous avez 57% de chance de tomber sur ces 10 là. Donc une requête sur 2, ça va sur les 10 personnes dans le monde. Donc vous imaginez bien que quand vous surfez d'un site à l'autre, bah, saisir les 10 serveurs là par la NSA, et on est capable de vous suivre, hein. On ne vous perdra pas. Sur la France, c'est un petit peu mieux, Google est seulement à 2%. Par contre, on a des gros, bah, par exemple Amazon, AWS, là c'est Amazon, en France, qui est très très présent. Ça, en tant que particulier, vous n'avez absolument pas moyen de le savoir. Quand vous vous baladez sur Internet, à qui c'est que vous allez demander à quelle adresse est associé un site Internet, vous n'allez pas le voir. Il faut vraiment être technicien, il faut aller mettre les mains dans le réseau pour fouiller. On a à peu près le même problème sur les mails. Quand vous envoyez un mail à @lemonde.fr, vous ne savez pas qui va gérer le mail derrière. Aujourd'hui, Google fournit des outils mail, c'est les Google Apps ou les Google Business. Et donc aussi bien, c'est Google qui va recevoir le mail, le traiter, et qui servira de boîte aux lettres pour la boîte en question. Là, c'est encore pire que les DNS. En gros, 30% du mail mondial, c'est du Google. Donc même si les exemples que j'ai, hein, c'est Le Monde et La Poste, vous envoyez un mail à Le Monde, à La Poste ou à LDLC, c'est du Google derrière. Outlook est juste derrière, mais c'est ridicule, hein, 5% seulement. Et on a à peu près les mêmes stats en France, 26% pour Google et 7% pour Outlook. Donc pareil, vous envoyez un mail, il y a de grandes chances que ça finisse chez Google. Ça pareil, le mail, vous n'avez aucun moyen de le savoir, sauf à être encore analyse réseau et autres. Là, on commence à toucher à des choses que vous pouvez voir, toujours difficilement, mais qui est déjà un peu plus visible. Google, c'est devenu une machine à tout faire. Ils fournissent des outils pour les développeurs, donc api.google.com. Ils fournissent des polices de caractères, font.googleapi.com. Ils fournissent doubleclick.net, c'est leur plateforme de publicité. Google Tag Manager, c'est pareil, c'est pour être capable de tracer les utilisateurs d'une page à l'autre. Google Analytics, c'est pour faire des stats, pour permettre aux boîtes qui utilisent les services Google de savoir combien de personnes ont visité leur site internet, à quelle fréquence, combien de temps ils sont restés sur la page. Google Syndication, c'est si vous faites un article de blog, vous passez par Google Syndication, puis comme ça, Google va vous dire tant de personnes ont visité tel article, tel type de personnes était plutôt intéressé par tel contenu. Donc Google fournit tout ça, et ça va être embarqué dans un site internet totalement standard. Typiquement, vous allez sur le site du Monde, vous avez à peu près tout ça. Donc même en étant sur le site du Monde, on fait appel à du contenu Google, et donc Google est capable de dire « j'ai été appelé par Le Monde, par tel utilisateur, pour récupérer une police de caractère, une page de pub, faire des statistiques ». Et donc on laisse des traces sur tous les sites internet sur lesquels on va. Il y a quasiment ces sites-là, il y en a au moins un qui appartient à Google. En termes de catastrophe, sur le top 1000 Alexa, il y a 69% des domaines qui appellent un de ces sites-là. En France, on est pareil, aux alentours de 65%. Et donc là, j'ai donné quelques exemples. Hein. Si vous allez sur LinkedIn, Instagram, Huffington Post, DeviantArt, vous signalez à Google en permanence que vous passez par là. En France, ça va être Cdiscount, ça va être 20 minutes, ça va être Nouvel Ops, ça va être jeuxvideo.com. Enfin voilà, ça n'a aucun rapport avec Google, et pourtant Google est capable à n'importe quel instant de savoir par où vous êtes passé, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez vu, à quelle heure, quand, combien de temps. En gros, s'il y avait un historique d'Internet quelque part, ça serait bien chez Google. La NSA en plus a très bien compris ça, parce que
Si on regarde les contenus états-uniens, on voit pas très bien les chiffres, mais on voit bien l'épaisseur des traits. En gros, c'est les câbles transatlantiques qui passent entre donc on a les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et c'est quoi? Les Caraïbes, l'Amérique latine. Ouais. Et on voit bien que tout va aux États-Unis. Et comme Google est états-unien, bah, du coup, la NSA, elle a accès à toutes vos données. Et donc, elle a très bien compris, parce qu'elle a lancé donc, le programme Upstream, qui se couple au programme Prism, qui se branche directement sur les câbles transatlantiques, et qui vient choper tout le trafic qui passe. Donc avec ça, bah, tout votre historique Internet est chopé en temps réel, presque par la NSA. L'autre gros problème qui arrive après avec la centralisation d'Internet, c'est qu'on est tous habitués au modèle gratuit. Donc, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et en particulier, c'est grâce à toutes les données qu'ils ont collectées un peu auparavant qu'ils vont pouvoir se faire du fric. Parce qu'ils les revendent, tout simplement. Ça leur sert à se rémunérer. Donc ça permet de faire de la publicité en ligne. Comme ça, on vous en plante des pubs. À partir de votre historique, on sait exactement vos centres d'intérêt, quel site vous avez été visité, quel achat vous avez eu l'intention de faire, mais que vous n'avez pas fait. Parce qu'on a vu que vous avez été jusqu'à la 3e page de l'achat sur Amazon et que vous n'avez pas validé. Et donc du coup, Google dit « Ah tiens, je sais, je suis capable d'analyser ça. Donc je vais revendre à Amazon le fait que vous n'avez pas acheté cet objet-là. Donc je vais vous le replacer dans de la publicité et je vais me faire rémunérer par Amazon pour avoir ramené du trafic et peut-être vous inciter à effectuer l'achat à la fin. » Donc c'est ce qu'on appelle le retargeting. Vous n'avez pas été jusqu'au bout, on vous rebalance dedans. En exemple assez parlant, un père a été mis au courant que sa fille était enceinte grâce à ça. Ou à cause de ça, selon. Bah oui, parce qu'elle s'est mise à rechercher sur Internet des outils de puériculture, voilà, qui étaient du coup en passant par l'abonnement ADSL de la famille. Et vous le savez peut-être pas, mais tout le monde dans la famille partage la même adresse IP. C'est une seule connexion. Et donc Google n'a aucun moyen de savoir si c'était la fille ou le père qui utilise une machine. Et donc, quand le père s'est connecté, Google a dit « Ah, j'ai vu plein de trucs de puériculture et autres. Donc, je vais afficher des pubs pour des lampes d'eau, pour des couches, pour quoi que ce soit. » Et le père a dit « C'est bizarre, d'habitude, j'avais plutôt des pubs de voitures ou de foot. Ou de, voilà. Et là, d'un coup, je vois des lampes d'eau et des biberons. C'est un peu bizarre. » Ils font aussi du ciblage et du profilage. Comme ils ont accès à l'intégralité de votre historique, bah, c'est facile de savoir vos centres d'intérêt, donc de replacer des pubs, de fournir aussi des espèces de bases de données à tous les prestataires pubs qui existent dans le monde, en disant je vous vends pour 1 centime l'adresse IP, 10 000 adresses IP des personnes qui aiment le foot, ou qui sont en couple entre 30 et 40 ans, avec enfants ou sans enfants. Et en gros, les prestataires de publicité vont voir Google, remplissent des espèces de formulaires en ciblant quelles personnes ils ont envie. Plus ils filtrent, plus ça coûte cher. Et puis bah, après, ils achètent le nombre de données qu'ils ont envie dans les filtres qu'ils ont récupérés. Et comme ça, après, bah, ils peuvent faire du spam, ils peuvent faire rebalancer de la publicité, refaire des statistiques, affiner leurs propres informations. Tiens, c'est bizarre, j'ai des trous par exemple, chez moi, j'ai pas beaucoup de visiteurs entre 30 et 40 ans. Je vais aller voir ce que les autres hébergeurs de contenu ont comme statistiques sur cette donnée-là. Et puis, comme ça, je peux m'améliorer ou couvrir un peu les trous que j'ai chez moi. Donc, c'est de la revente d'informations. Et puis, il y a aussi la collaboration. Hein, c'est justement pour essayer d'avoir le maximum de données possible. Bah, on va essayer de se mettre à plusieurs. On va vraiment agréger toutes les données le maximum possible pour essayer d'avoir les données les plus importantes et le maximum d'informations et les plus précises possibles. Les marketeurs qui sont derrière ça sont très 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 malins. Les gens ont commencé à se rendre compte de ces problèmes-là, enfin en tout cas les techniciens, et ont essayé de bloquer à la base ces systèmes.
Mais malheureusement aujourd'hui, le marketing est beaucoup plus efficace que les techniques. Par exemple, ils ont inventé les e-beacons, fournis par Apple. Des petits boîtiers qui mettent un peu partout dans les magasins. C'est très petit, hein, ça fait une pièce de 2 euros, qui collent ça dans les coins de la pièce. Et on sait suivre à distance un téléphone portable. Donc ils mettent ça dans les magasins, ils connaissent les statistiques de fréquentation d'un rayon, de savoir si vous êtes arrêté ou pas devant, combien de temps vous avez hésité, est-ce que vous avez acheté ou pas. Et puis en plus, si à la caisse vous avez le malheur de payer avec une carte de fidélité ou une carte bleue, on chope votre nom et puis on fait le parcours en sens inverse. Et donc on sait exactement, avec les données par exemple revendues par Google, on sait que vous êtes un homme et que vous êtes passé devant tel rayon avec tel centre d'intérêt. Donc on peut changer les placements de produits, améliorer les têtes de gondole, etc. Donc ça c'est plutôt la vie physique, la vie réelle. Malheureusement ça va jusque là aujourd'hui. Et sur le web, c'est le tracking, comment on se construit un utilisateur d'une page à une autre. Ils ont inventé donc, les 2 petits exemples que j'ai mis là, le rendu texte et le rendu graphique. En fait, ils exploitent des bugs de votre PC. Ils demandent d'afficher du texte et puis ils regardent le rendu que ça a, du texte ou des images, et puis ils relisent après pixel par pixel. Et ils disent « Ah tiens, j'ai vu que ta carte graphique a un petit bug ici, et donc du coup, si je vois le même bug de page en page, je suis capable de suivre les utilisateurs. » C'est absolument imbloquable. Donc ça, il y en a plein dans les pages, dans les sites internet, les pages et autres, c'est un peu une catastrophe. Et puis les objets connectés, hein, on vous en vend mais à tour de bras, hein, les iWatch, les balances électroniques, les arroses plantes, les stores automatiques, il y en a partout, hein, même des trucs assez improbables. Des cotons-tiges connectés, j'ai vu ça l'autre jour, il faut qu'il m'explique. Ça touche surtout les problèmes de santé et autres, mais du coup il y a des boîtes d'assurance derrière, parce qu'ils veulent collecter des données et être capables de moduler votre offre d'assurance, voir si vous faites suffisamment de sport, on va peut-être vous diminuer votre police d'assurance, si vous roulez trop vite, on va vous l'augmenter. Donc ça c'est pareil, ça collecte. Un des gros problèmes, c'est que Google, il fait à peu près tout ça. Il fait de la publicité via DoubleClick, il fait des statistiques via Google Analytics, il fait du courrier avec Gmail, il fait des moteurs de recherche, il fait des réseaux sociaux avec Google+. Demain, il parle déjà de faire des assurances. J'étais même un peu en avance quand j'ai fait les slides, j'ai marqué banque, ça a été officialisé hier. Donc Google est aujourd'hui une banque et vous allez pouvoir payer par Gmail directement sur votre compte en banque. Ils viennent aussi de racheter un labo de génétique. Donc demain, ça peut donner des trucs assez dégueulasses. Enfin même plutôt très dégueulasses. On imagine par exemple que si dans vos mails, vous êtes en train d'échanger avec votre médecin à propos d'une maladie grave, votre assurance et votre banque risquent d'être fortement intéressés, et si c'est malheureusement Google, vous risquez d'avoir des problèmes pour obtenir des prêts ou autre, ou voir vos polices d'assurance augmenter, ou non pris en charge, ou un contrat résilié. Là, en plus, avec la génétique, dès la naissance, on serait capable de dire toi, tu auras telle prime d'assurance ou autre. C'est un peu bordélique. Pour donner un exemple, j'ai été voir des sites internet. Donc j'ai auféminin.com, Le Monde, Watt TV, Air France, Mediapart. Tous ont au moins 3 contenus Google. Auféminin.com, on n'en parle même pas. Ils doivent avoir la moitié du monde dessus. Lemonde.fr, c'est pareil, c'est un peu moins pire, mais ça arrange pas les choses. Mediapart, je m'attendais quand même à un magazine, enfin un journal, qui a quand même balancé des dossiers assez lourds, type Bettencourt, qui a suivi pas mal les affaires Snowden, qui a suivi les affaires de Sivens. Je me suis dit, ils vont être un peu clean quand même sur le sujet. J'ai du Google Analytics.com et j'ai du YouTube.com. Et puis d'autres trucs, Xiti.com pour les stats, Cardbit c'est pareil pour des stats. Ils en mettent plusieurs, Xiti ça suffit pas, donc on met Cardbit et 2 Cardbit en plus. Et du Google. Enfin, en gros, il n'y a pas un seul site qui échappera à tous les gros fournisseurs. Et en plus visuel, il y a une petite extension Firefox qui s'appelle Lightbeam, qui analyse tous les sites internet que vous visitez et qui va tracer un trait entre tous les liens qu'il y a entre chaque site. Donc on voit bien Google qui est au milieu.
Hop, est-ce que ça marche? Ouais. On a Google qui est ici, c'est la grosse patate parce que ça concentre quasiment tout le trafic. Donc tous les ronds, c'est les sites que vous avez volontairement visités, et les triangles, c'est les sites que vous n'avez pas volontairement visités. Donc on voit bien, il y en a partout, hein, tous les liens. Il y a du Google, il y a du Facebook, du Twitter, il y a du Amazon ici, il y a Firefox, donc Mozilla qui est ici. On voit bien qu'il y a aussi des connexions avec d'autres choses. Il doit y avoir du VLC, j'avais vu du VLC dans un coin, il me semble. Donc voilà, c'est... En gros, quand vous allez sur Internet, il y a tout le monde qui est à peu près au courant de tout ce que vous faites. C'est à peu près la règle de base à retenir. Sur les problèmes de centralisation, sans forcément s'étendre beaucoup plus dessus, ça a d'autres problèmes. La plupart, c'est des logiciels privateurs. Donc pas d'interopérabilité ou pas de compatibilité. Parce que voilà, va essayer de communiquer un Twitter avec un Facebook, ça marche pas. Essayer de publier une vidéo Dailymotion sur YouTube, ça marche pas non plus. La sortie est difficile, voire impossible, parce qu'on va vraiment vous verrouiller justement avec des formats de données totalement propres au provider. Par exemple, chez Gmail, essayez de sortir de chez Gmail, vous n'arriverez pas à avoir un export de mail qui soit compatible avec un autre client. Compatible au sens tout Gmail, parce que juste les mails, juste sortir les mails, on pourra les mettre dans un autre serveur, mais l'agenda, le carnet de contact, les messages suivis, les rappels, etc., sortir l'intégralité de Gmail, c'est pas possible. Et première dose gratuite, c'est un peu lié à la sortie difficile. On vous offre le truc au départ. Derrière, on se finance avec vos données. Et en plus de ça, après, quand vous avez vraiment bien mordu, que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous en sortir, les services deviennent payants ou vous avez atteint la limite de plafond, va falloir payer ou autre. Le problème du cloud, qui est un terme que pas grand monde ne sait quoi mettre derrière. Par contre, la seule chose qu'on est sûr, c'est que les données, on ne sait pas où elles sont. Quand vous hébergez vos données chez Google, je serais incapable de vous dire où est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont en France, aux États-Unis, en Irlande, en Afghanistan? Je ne sais pas. Donc c'est problématique, hein, parce que aller attaquer Google pour essayer d'avoir vos données en disant de faire respecter la CNIL quand le serveur est aux États-Unis, c'est pas très efficace. Il y a le problème de l'incompétence. Ça peut paraître des énormes machines monstrueuses et qui savent très bien ce qu'ils font. C'est clairement pas le cas. Les fuites de données, on les compte par milliards tous les jours. Google, ça a été 50 millions d'adresses mail en nature. Amazon, ça a été je ne sais plus combien de milliers de millions de cartes bleues fuitées. Snapchat, on n'en parle pas. Parce qu'en gros, voilà, c'est money first, security last. On se fait du fric. Si on peut éviter de mettre de la sécurité là-dedans, on va pas le faire pour le moment, et puis on verra, on corrigera quand il y aura besoin. Mais les données utilisateurs, c'est pas grave. À partir du moment où nos données à nous sont au sens analytique et les bases de données, ça, les nôtres, on les sécurise bien. Les données des utilisateurs, si ça finit dans la nature, c'est pas trop grave. Ça se monnaie pas. Et puis le problème de fermeture, Google en est un bon exemple. Ils ont un cimetière assez énorme de plein de projets qu'ils ont lancés, qu'ils ont fermés du jour au lendemain. Là, c'est Google Code prochainement, le 1er juin de mémoire. Ils ferment le service. Donc ils ont dit à tout le monde, on ferme, démerdez-vous. Comment je fais avec mes données vu que j'ai tous les problèmes d'avant, je suis juste mort. Il y a des boîtes qui sont mortes à cause de ça parce que plus d'accès au réseau, plus d'accès à données, pas d'interopérabilité, etc. Donc, le constat, pour résumer, le web, c'est mal. Il y a trop de gros opérateurs qui font les choses de manière très dégueulasse derrière votre dos, sans être trop informés sans vous informer de ce qu'ils font réellement, qui ne respectent pas vos droits, qui vous privent de vos libertés tout simplement. Et donc, il va falloir aller appeler les petits chatons d'Internet pour essayer de se sortir de là et d'essayer de remettre les choses proprement telles qu'elles devraient l'être. Donc il y a la première solution. Déjà, les constats, il faut vraiment éviter les services centralisés. C'est plein de problèmes. Donc tous les services centralisés, les services soi-disant gratuits. Et il faut reprendre la main sur les données. Donc pour ça, il y a deux manières de faire. Soit de l'auto-hébergement.
Ça, c'est quand on a les compétences techniques ou des amis qui s'y connaissent, on peut se lancer là-dedans. Et après, la partie qui va nous intéresser un peu plus, c'est l'hébergement participatif, avec en particulier Framasoft. Au niveau de l'auto-hébergement, c'est simple, hein, on va acheter une petite machine, ça coûte plus grand chose aujourd'hui. Une Raspberry Pi, c'est 40$. Un petit Barebone PC, donc c'est des petits PC carrés qui font une dizaine de centimètres et moins d'1 kilo. Ça doit coûter dans les 300€. Ça consomme du 5 watts, donc c'est que dalle. Voire même si on a un peu les moyens ou qu'on a envie de s'amuser, on peut aller louer un serveur dédié chez un hébergeur, online, OVH, Hetzner, n'importe qui. Et puis du coup, on va tout installer nous-mêmes, on va faire nos propres services. Donc en services qui sont à peu près possibles de monter de cette manière-là, ça peut être son site web. On arrête de finir sur Blogger ou sur qui est encore du Google. On monte son site web sur son petit serveur. C'est pas compliqué à faire, ça marche bien. On peut héberger son blog. Alors soit on fait du WordPress, mais dans ce cas, il faut savoir patcher un serveur très rapidement parce qu'il y a des failles dans WordPress tous les matins. Soit on fait par exemple du Pelican qui génère des sites statiques. Donc il n'y a pas de risque de faille, il n'y a pas de risque de compromission du serveur. On peut héberger ses mails. Avec la seule petit bémol, c'est le problème du spam. Il faut être capable de gérer le spam, mais c'est pas gagné de le configurer correctement. Messagerie instantanée, par exemple Jabber, on peut en installer un, ça prend 30 secondes, et puis du coup, on peut dialoguer avec n'importe qui a un serveur Jabber compatible. Donc c'est là où l'interopérabilité est importante. N'importe qui installe un serveur Jabber dans le monde est capable de communiquer avec le vôtre. Donc vous êtes capable de discuter avec vos utilisateurs locaux, mais aussi avec n'importe quel utilisateur distant. Et des choses intéressantes, on peut en particulier communiquer avec Google Talk, qui est basé sur Jabber. Donc ils ne sont pas totalement pas interopérables par morceau. On peut installer un GNU Social, qui est un espèce d'équivalent à Twitter, en version libre. On peut héberger son agenda avec les partages de fichiers, donc ça c'est avec OnCloud. C'est pareil, ça s'installe en une ligne de commande, ça marche juste bien. On a tout son calendrier qui est compatible avec n'importe quel lecteur de mail aujourd'hui. On peut partager des fichiers comme on le ferait en passant par un service autre, type free.fr, enfin dl.free.fr ou méga connard. Donc voilà, c'est à peu près le genre de choses qu'on peut faire. En termes de solutions clé en main, on a Whyunohost, qui est une distribution GNU Linux, déjà tout intégré, tout préconfiguré. Vous l'installez, il y a déjà des images existantes que vous n'avez plus qu'à écrire sur une carte SD et à mettre dans une Raspberry Pi par exemple, et ça marche. Vous pouvez vous amuser à l'installer à la main. Mais après c'est du clicodrome, hein. J'installe mon serveur Jabber, mon serveur de mail, je rentre trois paramètres et puis je fais valider et hop, ça y est, j'ai mon truc qui fonctionne. En équivalent, il y a Cozy Cloud qui a réussi à récupérer Tristan Nitto, donc l'ancien de Mozilla, donc il va bosser sur ce sujet-là, qui est un peu l'équivalent de Whyunohost. Et puis pour les barbus qui ont envie de s'amuser, PTGet ça marche bien. Donc là vous partez d'une distribution Linux standard et puis vous y allez par vous-même. En plus de ça, c'est très formateur et au final pas si compliqué que ça, sauf le mail qui est peut-être parfois un peu galère. Le reste c'est à PTGet et puis ça marche. Le seul problème de ces solutions un peu manuelles, ça va être la gestion courante de la machine. Une machine qui reste trop longtemps toute seule, elle se met à parler avec ses voisins. En gros, elle va envoyer du spam, elle va servir de plateforme de téléchargement de Warez, elle va héberger du contenu pas très légal, parce qu'elle va se faire hacker, quoi. Donc il faut absolument mettre à jour, vérifier que la machine fonctionne bien, mettre à jour, faire les mises à jour de sécurité, vérifier le firewall, faire les mises à jour de version. C'est la partie un peu chiante du taf. Pour quelqu'un qui maîtrise, qui a envie de se lancer là-dedans, c'est un peu la solution idéale, on est vraiment chez soi. Et puis voilà, on comprend comment ça marche, on est capable de détecter les grosses merdes par exemple comme le DNS ou Gmail. On est capable de les détecter, on va comprendre comment ça marche réellement. Donc en termes de pédagogie et d'intérêt pour le réseau, c'est un peu ce qu'il y a de mieux. Il y a une solution qui est en train d'apparaître, je ne sais pas ce que ça va donner, sur le papier ça a l'air bien.
c'est la brique Internet. En gros, c'est une petite brique que vous pouvez acheter ou qu'ils vont vous donner, on ne sait pas trop encore le business model, qui est un YUNOS tout packagé, directement sur un boîtier, vous le branchez à votre box, et c'est fini. Il s'occupe de tout faire. Le YUNOS est déjà configuré, il y a un VPN, il y a du mail, il y a plein de choses. C'est géré par les FAI associatifs, donc la Galaxy FDN, FFDN. Donc voilà, ça peut être le truc vraiment bien décentralisé. Juste à brancher, ça marche. Avec en bonus, comme on passe par les fournisseurs d'accès associatifs, on contourne la surveillance, on contourne la censure, puisque en fait on n'est plus soumis aux lois LPM et autres qui obligent les fournisseurs d'accès à mentir et à vous présenter des sites que vous ne voulez pas voir. Et en plus de ça, comme on passe aussi par des VPN, on est protégé de la surveillance de masse française qui devrait arriver normalement au début de l'été. Si vraiment on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on n'a pas envie de mettre les mains dans la machine, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les compétences, il y a l'hébergement participatif. En gros, on se regroupe dans des communautés, typiquement inférieures à 1000 personnes, au-delà ça devient un peu bordélique, parce que du coup on n'a plus la gestion courante à faire, enfin, ça va être réparti sur les X administrateurs système qui vont être dans les 1000 personnes de la communauté. Du coup, plus de réactivité, puisque y a plus de personnes disponibles. Ça coûte moins cher parce que du coup on a plus l'habitude de fonctionner. Donc il y a une mutualisation des compétences. Et puis voilà, on évite par contre la recentralisation, donc des communautés inférieures à 1000 personnes, avec des logiciels libres, avec tout en proposant la possibilité d'exporter les données, de migrer. Par exemple, si on dépasse les 1000 personnes, il va falloir être capable de faire une autre communauté à côté, et donc de transférer une partie des données de la première communauté vers la deuxième. Donc il faut vraiment avoir de la documentation, des notices d'installation, vraiment bien penser à ce point-là, plutôt que de ne pas y penser, de dépasser les 1000 personnes et de se dire je ne peux plus rien faire, et je continue à grossir, et puis à retomber dans le modèle centralisé. En solution viable aujourd'hui de ce fonctionnement-là, c'est la campagne d'égouglisons Internet de Framasoft. À ma connaissance, c'est un peu les seuls qui ont vraiment mis en place cette espèce d'hébergement participatif. Leur but, en fait, c'est assez simple. Ils ont dressé la liste de tous les services centralisés et privateurs qui existaient sur Internet. Donc là, ils en ont mis, il y a Blogger, Evernote, YouTube, Google Forms, Doodle, Google Books, Imagure, etc. Et essayer de leur trouver un équivalent libre, installable, voire de le coder quand on n'en a pas, et de les proposer à la communauté en hébergement. Donc aujourd'hui, ils ont déjà énormément avancé. C'est un projet qui date de même pas un an. Ils ont déjà sorti Framadat, qui est un équivalent de Doodle. Donc en fait, pour convenir d'une réunion à plusieurs, vous renseignez vos dates de disponibilité, et puis lui s'occupe de faire le calcul, de lancer des mails, des rappels, etc. Framapad, si vous voulez juste héberger, éditer un texte à plusieurs, vous utilisez un Framapad, un pad, et vous pouvez travailler à plusieurs sur le document. Ça marche plutôt bien avec les marques de révision, les couleurs pour les auteurs, etc. Framabag, qui est l'équivalent de Pocket, qui permet de marquer les sites internet que vous voulez visiter. Vous n'avez pas le temps de le lire pour le moment. Vous avez un petit bouton dans Firefox, vous cliquez dessus, hop, c'est enregistré, puis vous pouvez revenir le consulter plus tard, faire des recherches, donc qui est basé sur Wallabag. Framabin pour héberger des petits morceaux de code ou d'autres choses, c'est surtout utilisé pour le développement. Vous avez un morceau de code à partager avec votre voisin, vous le copiez-collez là-dedans, vous filez l'URL, et puis vous pouvez partager des morceaux comme ça. Framagit, ça c'est pour les développeurs, pour pouvoir partager le code aussi, mais de manière plus projet. Framalink qui remplace les Bitly, Google, T.co, etc. Donc les raccourcisseurs d'URL, qui pareil sont un véritable piège à data. Parce que à chaque fois que vous cliquez sur un lien, Twitter sait que vous avez visité tel site. Alors en plus après on peut en avoir 3, 4, 5, 6 raccourcisseurs d'URL les uns derrière les autres. Donc chacun est capable de dire qu'est-ce que vous avez été visité.
Et Framapeak pour l'hébergement d'images, qui remplacera des Imagures ou autres. Donc pareil, vous mettez votre image en ligne et vous êtes capable de l'utiliser dans un forum, de la partager à votre voisin, etc. Ça, c'est ce qu'ils ont déjà mis en place. Mais encore, j'ai mis que les principaux, il y en a plein d'autres. À venir, ils ont un planning jusqu'en 2017, donc il y a une page complète dédiée à lister tous les projets qu'ils comptent faire, ceux où ils n'ont pas de solution, où ils invitent la communauté à réfléchir dessus. Donc ils ont Framasearch pour essayer de se passer de Google, parce qu'aujourd'hui DuckDuckGo et StartPage, qui sont des équivalents à Google, restent centralisés et en plus sont pas forcément très optimales aujourd'hui. Donc ils ont dit voilà, allons-y, faisons le nôtre en version peer-to-peer, donc tous les Framasearch ou toutes les instances pourront collaborer. Framatalk pour remplacer Google Talk ou Skype ou autre. Framasite pour faire des petits sites internet, Framagenda pour les agendas, Framatweet pour remplacer Twitter, Framatube pour remplacer YouTube, là il y a un sacré paquet de boulot. Framanote pour remplacer Evernote, les mails, pour faire du mail propre. Framamail, ça fera beaucoup plus que Gmail. Ça fera Gmail avec toute la partie sécurité autour, qui manque aujourd'hui énormément dans les systèmes de mail aujourd'hui, en particulier pour échapper à la NSA ou à la loi de renseignement française. Et Framalis pour les listes de diffusion, qui aujourd'hui restent problématiques, il n'y a pas vraiment d'équivalent à Google Groups. Et donc voilà, ce serait d'avoir une espèce de site comme ça pour pouvoir gérer des listes de diffusion pour des associations, pour des services publics, pour plein d'autres choses, quoi. Aujourd'hui ça marche, Framasoft, enfin le FramaCloud, mais ils ont besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Il y a plusieurs manières d'aider. La première, qui est pas pareil, la plus simple, c'est de donner de l'argent. On a besoin pour payer les permanents, pour héberger les serveurs, pour payer les développeurs, pour travailler sur les projets. Donc il ne faut pas hésiter à venir faire un don. En plus, c'est déductible des impôts à hauteur de 66%. C'est toujours bon à prendre. Donc du coup, vous pouvez donner plus. Donc c'est la manière d'aider. Mais après, il y en a plein d'autres. Si vous êtes technicien, venez filer un coup de main à coder, à monter les serveurs, à administrer tout ça. Voire fonder votre propre communauté à côté en essayant de commencer à essaimer pour avoir plusieurs alternatives. Si vous savez rédiger de la doc, venez soit traduire des documents, rédiger des manuels d'installation, mettre à jour les sites internet, vraiment faire de la communication là-dessus. Et puis de tout et n'importe quoi d'autre, hein. Les modes de fonctionnement dans les associations comme ça, c'est vous venez, vous avez une idée, vous venez et on verra comment on essaie de la mettre en place. En termes de petits problèmes qui ont quand même été soulevés par pas mal de monde sur l'aventure FramaCloud, c'est bien beau de faire un FramaCloud, mais si on passe de dégooglisons Internet à des Framasoftisons Internet dans 10 ans, on n'aura pas fait avancer beaucoup les choses. Déjà, comme dit donc c'est le petit dessinateur, le Glee, c'est le dessinateur de Framasoft, qui a dit mais au moins on a une deuxième alternative, donc déjà on n'est plus vraiment centré, il y a 2 centres. Mais ça va pas suffire. En fait, on peut pas tomber dans ce mode-là parce que déjà on fournit la documentation, donc on explique comment installer les services, comment remonter exactement le même système sur une autre machine. Donc ça évite de se retrouver le bec dans l'eau avec un système qu'on peut plus s'en sortir. Les outils utilisés sont à centrer dès que possible. On va privilégier plutôt les solutions en peer-to-peer ou en mode de collaboration entre plusieurs instances, plutôt qu'un serveur central qui va devoir tout gérer. Typiquement, Framasearch, donc le futur moteur de recherche, demandera à toutes les galaxies d'autres Framasearch installés de faire un calcul de recherche, de commencer à mouliner pour naviguer sur Internet, pour rechercher des liens, plutôt que de faire comme Google avec tout dans un data center et puis on gère tout depuis là. C'est le cas aussi avec Jabber par exemple, hein. N'importe quel serveur Jabber peut communiquer avec n'importe quel autre, alors que vous utilisez Skype, c'est les serveurs de Microsoft et point barre. C'est en plus basé sur du logiciel libre, donc les soucis d'interopérabilité sont déjà réglés de base, j'aurais tendance à dire, puisque généralement les logiciels libres sont déjà interopérables entre eux.
Si vous prenez AdiWord comparé à LibreOffice, vous êtes capable d'ouvrir à peu près le même document. Si vous prenez Firefox ou n'importe quel dérivé d'un navigateur libre, vous aurez à peu près les mêmes rendus. Et même s'il n'existait pas d'alternative encore aujourd'hui, parce que c'est du logiciel libre, on a accès à la doc, on a accès au code source, on a accès au format, aux spécifications, et donc on peut le recoder compatible. On peut le recoder compatible parce qu'on se dit il y a trop de centralisation sur cet outil-là, donc on en fait un autre. Ou comme c'est arrivé plusieurs fois, le logiciel primaire meurt, et donc il faut en refaire un autre. Et en particulier, par exemple, sous Windows, c'est impossible. Quand le format de fichier .doc, la première version, Microsoft a dit j'arrête de fournir le logiciel pour le lire, plus personne n'est capable de déchiffrer ces formats de fichiers-là. Donc quand on parle de pérennité de données à 10 ou 20 ans, le logiciel libre, il n'y a que ça d'utile. Et puis en plus, c'est associatif, donc aujourd'hui, tous les adhérents ont leur mot à dire là-dedans. Déjà pour faire des nouvelles propositions, pour s'opposer à une décision qui serait prise. Genre, ah tiens, c'est cool, on va se faire de l'argent, on va leur vendre les données à Google. Là, les membres de l'association peuvent venir et dire non, on n'est pas d'accord. Donc, soit l'association réagit, soit l'association meurt, parce que tous les adhérents vont partir et vont fonder une autre assoce. Donc, globalement, on n'a pas beaucoup de chances de retomber dans le modèle Google via le modèle associatif. Il y a l'autre question qui a été soulevée, c'est ouais, c'est bien joli, vous filez la doc, vous vous dites que vous voulez s'aimer pour faire plein d'autres forks, monter plein d'autres associations comme ça, mais on l'a bien vu avec du Linux, le code source est ouvert, pourtant il n'y a que Linux, il n'y a pas eu un Linux autre qui a été créé. En fait, globalement, il n'y aura jamais aucune communauté qui reprendra le relais là-dessus, et on va grossir jusqu'à arriver à Google. C'est vrai que ce discours-là est un peu difficile à justifier. Au moins, on aura essayé. Voilà, les gens, c'est à disposition. On est un modèle qui est libre et ouvert. Donc, c'est de toute façon mieux que ce qui se fait avec Google. Si les gens ont envie de bouger, ils pourront bouger. Ils se retrouveront pas aujourd'hui comme avec Google la porte fermée parce qu'il n'y a aucun moyen de sortir. Là, la porte, elle est ouverte. Effectivement, tout le monde va peut-être se retrouver bien là et bougera pas. Mais s'il y a quelqu'un qui veut partir, il partira. Donc, c'est sûr que de faire le pari qu'on arrivera à monter 10, 20, 30, 100 associations de ce type-là, c'est pas gagné, mais bon, théoriquement, ça peut se faire. Il y a aussi les besoins, j'aurais tendance à dire d'autoradicalisation, parce que comme ça fait bien dans le contexte. Parce que faire des associations, c'est bien, mais il y aura besoin de relayer aussi la bonne parole. Parce qu'aujourd'hui, les outils dont on parle là, c'est des outils de communication. Et dans communication, il y a donc plusieurs. J'en ai encore fait les frais, d'ailleurs, avec les bibliothèques. Ils m'ont envoyé un contrat pour cette conférence-là, ils me l'ont envoyé en .doc. Oui, ils sont pas forcément au fait de ça. Ils continuent à envoyer du .doc et à passer par Google, à utiliser du YouTube. Donc, on subit en fait beaucoup. Même les gens les plus libristes du monde. Moi, j'ai fait l'analyse un jour. Ma boîte mail est remplie à 87% de mails qui viennent de Google. Parce que je discute avec des gens. Pourtant, les mails sont chez moi, mais je discute avec des gens qui sont chez Google. Et puis quand je leur dis mais change, ouais mais non j'ai rien à cacher, ou je m'en fous, ou mais ça marche bien. Et donc on continuera à subir. C'est pas parce qu'une association va monter que la situation va se résoudre, parce que les personnes avec qui on discute tous les jours, eux, n'ont une position qui bougera pas. Il y a aussi besoin de se défendre, parce que cette liberté de communication, cette liberté qu'on a aujourd'hui de faire ce qu'on a envie avec Internet a tendance à vouloir être contrôlée par nos politiques du jour. Ils parlent déjà d'interdire le chiffrement en France, ils parlent de devoir mettre des boîtes noires dans le réseau pour analyser vos communications. Donc vis-à-vis de la surveillance de masse en général, on va avoir besoin d'une prise de conscience aussi de la part des gens, qu'ils arrêtent de dire qu'ils n'ont rien à cacher. Si quelqu'un dit encore j'ai rien à cacher, j'attends son mot de passe de sa boîte mail en sortant de cette conférence, et son numéro de carte bleue aussi.
Mais voilà, aujourd'hui, il y a un discours qui est difficile à faire passer parce que les gens ne sont pas au courant techniquement comment ça marche. Il y a plein de choses qui sont faites dans leur dos sans que les gens s'en rendent compte. On le voit bien avec les mails et les DNS par exemple. Et donc là, c'est aussi faire de la sensibilisation, vous sensibiliser et sensibiliser les autres. Donc on a fondé ce qui s'appelle les cafés vie privée, ou anciennement Chiffre au fait et encore anciennement CryptoParty, pour expliquer aux gens comment ça marche, essayer de démystifier un peu le réseau, de montrer les outils pour détecter ce genre de problèmes. Par exemple, les consultations du site Mediapart et autres, c'est des choses qu'on explique aux gens, quelle extension afficher, installer pour afficher ce genre d'informations, et vraiment prendre conscience de l'état du réseau pour vraiment bien comprendre et pouvoir vraiment prendre une décision avec tous les arguments en main et toutes les billes en main. Parce que c'est vrai que si on dit aujourd'hui, pourquoi partir de Gmail pour aller chez un autre fournisseur de mail, au final c'est que du mail. Et en fait c'est tout ce qu'il y a derrière, l'analyse des données, etc., qui fait que la situation n'est pas du tout la même entre un Gmail et une machine, même chez Framasoft. Et en plus de ça, mais ça c'est bien franco-français, c'est le besoin de changement des mentalités. On a une inertie assez énorme. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe dans l'actualité, on ne pourra pas attendre des années avant que ça bouge. Donc il va falloir y aller de manière brutale. Et du coup, on aura besoin de monde, on aura besoin de beaucoup de communication, de beaucoup de support pour vraiment bien faire comprendre ça. Typiquement, par exemple, j'ai commencé à le faire, tous les mails Gmail qui rentrent chez moi, je les rejette. En leur envoyant un petit message, je ne lirai pas ce message. Donc généralement, j'ai déjà réussi à en faire passer 3-4 sur d'autres navigateurs, et d'autres clients mail. En particulier Mailden en France, qui fait du mail très propre, ou Calliopen qui va bientôt sortir. Mais voilà, si on n'y va pas un peu brutalement, ça passe pas. Les gens, non mais c'est bien comme ça aujourd'hui, ça me dérange pas d'avoir des services complètement centralisés dans tous les coins. Tiens, je suis déjà à la fin. Ouais, ça fait 1 heure quand même déjà. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Après, je vous propose de passer aux questions, si vous en avez. Donc, il y a un micro là. Donc si vous avez des questions, ou vous voulez aborder d'autres sujets, n'hésitez pas, ça ne mord pas. Oui, bonjour, déjà je tiens à m'excuser d'être arrivé en retard, je suis tributaire du bus malheureusement. Donc ma question portait sur le fait de changer les mentalités, d'aller au-delà du prosélytisme et de provoquer une rupture brutale. Justement, n'avez-vous pas peur justement de braquer les gens? Pour vous donner un exemple très concret, voilà, je travaille beaucoup avec les outils libres, je connais toute la philosophie qu'il y a derrière et tout. Et je dois dire que j'ai toutes les peines du monde à essayer de sensibiliser mes proches à toutes ces questions. Voilà. Et j'ai essayé de l'aborder sous divers angles et j'ai fait que braquer. Donc, En fait, la question, elle se pose pas vraiment comme ça. On aurait été il y a 6 mois, 1 an, effectivement, on avait du temps. On avait le temps d'aller faire de la pédagogie, on avait le temps d'aller expliquer aux gens, d'essayer de faire changer les mentalités. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'actualité, avec les décisions qui vont être prises au gouvernement, on va se retrouver avec un Internet à 2 vitesses dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Mais ça ne se compte pas en années. Donc en juin, on se retrouve déjà avec un Internet qui ment et un Internet qui ne ment pas. Donc il y aura des gens qui pourront voir des sites Internet quand d'autres ne pourront pas le voir. Il y aura des gens qui seront suivis quand ils enverront du mail, les autres ne le seront pas. Et donc en fait, il y a 6 mois, on avait du temps, aujourd'hui, on n'en a plus. Et c'est malheureusement, on va en laisser, effectivement, il y en a sûrement qui vont rester sur le carreau, quoi. Mais là, la loi, voilà, la loi qui met fin à la vie privée en France, c'est votée le 16 avril. Donc si les gens n'ont pas compris comment contourner un DNS menteur, le 16 avril, ils n'ont plus accès à certaines parties d'Internet. C'est aussi simple que ça.
Donc ouais, ça va faire mal, mais on n'avait pas du tout le même discours il y a un an, mais ça a changé là depuis le 11 janvier. Malheureusement, la pente est très glissante et on l'a vu, la NSA aussi, ça n'arrête pas. Et il y aura les gens qui sont, il y aura les gens qui savent entre guillemets et les gens qui savent pas, quoi. Mais c'est compliqué. C'est effectivement au niveau éthique, au niveau philosophique, au niveau tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais. J'ai une dernière question. Voilà. Justement, l'opposition centralisation-décentralisation, c'est justement pas simple parce que, justement, en parlant du DNS, il faut qu'il y ait un annuaire commun parce que si les DNS sont différents selon chaque pays, on va avoir une fracture de l'Internet. Ouais, il y a effectivement quelques services qu'on a. La centralisation, on va dire, c'est tout simplement pourquoi on choisit ces solutions? Parce que c'est plus simple. C'est plus simple pour la gestion de tout un tas de problématiques. Alors, mis à part effectivement le DNS, mais qui en plus déjà n'est pas complètement centralisé, puisqu'il y a techniquement déjà 13 centres du DNS dans le monde. Mais ça, c'est plus des problématiques techniques. Au niveau des services, la centralisation, Internet n'est pas prévu pour faire du centralisé. Les tuyaux ne sont pas prévus pour, la manière de fonctionner Internet n'est pas prévue pour. On en arrive à des solutions assez dégueulasses. Par exemple, quand vous consultez une vidéo sur YouTube, si on avait utilisé l'Internet standard, vous auriez été récupérer la vidéo YouTube sur le serveur de Google aux États-Unis. Donc vous allez vous taper de Limoges à Paris, puisque la fibre optique passe par là. Donc Limoges-Paris, Paris-Lannion. Lannion, vous prenez la fibre optique pour aller jusqu'aux États-Unis. Là, vous repassez encore par 45 000 fibres optiques et faire le chemin dans l'autre sens. Ce qui était techniquement pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des data centers en France. Ils ont copié les données de YouTube aux États-Unis, ils les mettent en France, et puis on vient récupérer les données comme ça. Mais ce data center au milieu, ça coûterait trop cher de faire juste ça pour Google. Donc du coup, on a mis du Google, on a mis du Microsoft, on a mis du Facebook, on a mis tout le monde là-dedans. Et il y a un opérateur qui a accès à l'intégralité de vos communications. Donc voilà, la centralisation a appelé la centralisation et appelle la surveillance de masse et appelle tout ça. On sera en Internet décentralisé. La vidéo que j'ai envie de regarder, comme je vais la chercher directement sur la page de la personne que je visite, globalement, le réseau est complètement homogène. Et on n'a plus de problème de tuyaux trop courts ou autre, quoi. Et Internet est vraiment prévu pour être centré. Il n'est pas du tout prévu pour être centré. Mis à part effectivement un ou deux services, type le DNS, type le BGP pour ceux qui connaissent pour le routage, mais c'est pas du centralisation au sens là. Demain, les 13 serveurs DNS racines de l'Internet s'éteignent, on en allumera 13 autres, on sait très bien faire, c'est ouvert, c'est libre, c'est décentralisé. J'aurais presque tendance à dire que DNS et BGP, ils sont un peu dans la même situation que Framasoft. Ils ont prévu quelque chose pour pouvoir s'accentrer rapidement, mais effectivement, c'est les seuls aujourd'hui. Mais voilà, BGP, c'est pareil, il y a un fournisseur BGP qui tombe, c'est pas grave, j'irai router par le paquet du voisin. Donc ça rejoint à mon avis le slide que j'avais montré tout à l'heure avec il y a une solution accentrée mais qui aujourd'hui a un seul nœud. Merci, j'ai plusieurs questions. Si je ne passe pas par Google, moi j'utilise Six. Oui. Et que à partir de Six, je vais me connecter sur Mediapart. Oui. Est-ce que ça passera quand même par le réseau Google ou est-ce que c'est un chemin plus protégé? Alors il y a la réponse là, c'est je sais pas parce qu'il faudrait que je regarde dans le réseau comment c'est fait. Parce que par exemple typiquement le serveur de Six que vous consultez, qu'est-ce qui me dit qu'il n'est pas hébergé dans le data center de Google? Je sais pas. A priori non. Oui, il faudrait aller vérifier. A priori non, c'est effectivement ce qu'ils disent et autres. Après, est-ce qu'ils vont passer par un routeur Google? Je ne sais pas non plus. Est-ce que le site Mediapart derrière est hébergé par Google? Je ne sais pas. Et en plus, de toute façon, je sais que quand je vais arriver sur la page de Mediapart, je vais avoir les cookies et les traceurs dans tous les coins, et donc ils sauront que je suis venu de Six. Donc Google, de toute façon, sera informé que j'étais sur Mediapart et que je suis venu de Six. Mais après, effectivement, quand on veut vraiment voir qu'est-ce qu'on risque en allant d'un chemin à un autre, faut prendre la route et regarder, et là faut avoir un technicien à côté pour regarder par où ça passe et comment le réseau est conçu autour de ça.
Mais ouais, c'est assez difficile en fait de répondre est-ce qu'on est à l'abri ou pas si on fait pas le test avant, quoi. Merci. Deuxième question. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure qu'il y a les grands fournisseurs d'accès qui sont concernés par la loi sur le renseignement. Est-ce que les petits FAI vont être concernés à un moment donné ? Alors aujourd'hui, il n'y a que les 4 gros fournisseurs d'accès à Internet qui sont concernés par la loi. Donc c'est Orange, Bouygues, Free, Numéricable. Les 1800 autres petits n'ont pas été concernés. Donc le gouvernement ne leur a pas demandé de censurer. Certains se sont déjà exprimés en Assemblée Générale et ont dit que même si le gouvernement demandait la censure, il ne censurerait pas. Et en plus de ça, on sait très bien contourner ça facilement. La censure, surtout avec la censure DNS, même si d'ailleurs FDN l'a déjà fait, ils ont déjà expliqué, nous on censurera pas, mais si ça arrive, voilà comment faire pour contourner la censure. Donc, mais voilà, le gouvernement n'est pas forcément au courant, voilà, qu'il y a 1800 fournisseurs d'accès à Internet en France et ils considèrent qu'il n'y en a que 4. Oui, parce qu'ils représentent très peu de monde. Mais enfin, ils peuvent faire essaimage. Voilà, ils peuvent faire essaimage et très peu de monde, ils représentent quand même, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça fait quand même un bon paquet. Effectivement, c'est très loin du million d'abonnés d'Orange ou autre, mais je pense qu'ils doivent quand même, les petits doivent quand même représenter, à mon avis, au moins une vingtaine de pourcents de la part de marché en France. Ah oui, quand même. Ah oui, comme ça. Après, il y a les fournisseurs d'accès à Internet publics, enfin grand public, et il y a les fournisseurs d'accès à Internet professionnels. Du Cogent, du Axialis, des trucs comme ça qui fournissent des boîtes. Donc directement, dès qu'il y a une entreprise, une grosse entreprise qui passe par un fournisseur d'accès, ça va directement être des millions de lignes à passer. Donc c'est surtout ceux-là qui vont être gros dans la boucle, quoi. Et puis dernière question un peu personnelle, pourquoi est-ce que vous avez un t-shirt de la NSA, le grand espion? C'est le t-shirt de l'EFF. J'ai pas lu. Ouais, c'est le t-shirt de l'EFF, Stop Mass Surveillance. Et en fait, ouais, il est un peu caricatural, c'est marqué All Your Data au milieu là. Voilà, c'est le t-shirt de l'EFF, donc Electronic Frontier Foundation, qui se bat contre la surveillance de masse et tout ça, et la défense des journalistes. Donc, par exemple, sur les journalistes, c'est aussi marrant de voir le nombre de journalistes où ouais, je défends mes sources, et puis quand on leur envoie un mail, c'est du Gmail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Attendez, il y a la micro qui arrive là. Bonjour. Votre association, elle est sur la Haute-Vienne ? Non, l'April est sur Paris. Sur Paris. Ouais. Mais après, on a une association nationale, mais disons que notre siège social est sur Paris. Et après, on en a à Toulouse, on en a au Canada, on en a partout. Enfin, sur Limoges, toujours, à une époque, il y avait une association qui était Alternative 87 et qui, bon, apparemment, n'existe plus. Et il y a... Elle existe ? Bon, j'ai déjà essayé de rentrer en contact avec eux. Bon, j'ai jamais eu de réponse. Parce que le problème, quand on veut passer... moi, j'ai voulu passer à Linux. J'ai réussi à l'installer un petit peu. Mais bon, après, c'est pour le faire fonctionner tout ça. Et on n'a aucun secours, si vous voulez. On se retrouve seul. Après, ici à Bibliothèque, je sais qu'ils organisent des install parties, ils peuvent faire des assistances aux utilisateurs sur ce genre de choses. Bon, c'est pas une association dans laquelle on peut avoir une aide ou un conseil. Voilà. Et ça manque sur Limoges. Enfin, du moins. Peut-être. Oui, peut-être. Merci. Donc, Alternative 87 existe bien. Existe bien toujours. Effectivement, il y a un parti politique qui a pris comme site web Alternative 87 sans le S et .fr. Ce qui fait qu'il y a confusion en ce moment. Normalement, après les élections, leur site devrait disparaître. Tout va rentrer dans l'ordre. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit à la fin de la conférence pour discuter justement de votre problématique. Mais il y a bien une association locale qui fait la promotion du logiciel. Oui, il y en a partout. De toute façon, après, vous allez même sur le site de l'April ou d'autres, vous cherchez des listes de GUL ou de LUG, donc les associations d'utilisateurs du logiciel libre. Et vous aurez des listes, normalement, ou des aides. On trouve toujours des bénévoles pas très loin de vous, de toute façon, même dans les coins les plus reculés.
tant que j'ai le micro, je vais en profiter pour poser une question. Ouais. Est-ce que le réseau Tor est une solution viable pour se protéger de toutes ces écoutes ou pas encore? Ouais, ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est Snowden qui l'a dit, hein, la crypto marche et Tor en particulier. Donc ouais, passer par Tor, ça marche bien. Après, pareil, loi de renseignement, utiliser Tor avec la loi de renseignement qui passe, on est directement catalogué comme terroriste et avec tout ce qui peut s'en suivre. Donc c'est voilà, mais par contre oui, utiliser Tor, ça marche très bien. Et en particulier pour se protéger contre le tracking publicitaire, Google voit passer du coup des millions de requêtes qui sortent de 2 PC sur Terre. Donc ça les noie complètement et ça leur empêche de faire du tracking utilisateur. Typiquement, c'était sur Air France, j'avais fait le test. Vous essayez de commander un billet d'avion sur Air France, vous revenez de temps en temps, et ben, y a le prix qui augmente parce qu'ils se rendent compte que vous passez plusieurs fois, vous passez par Tor, hop, le prix diminue. Parce que bah oui, pour vous c'est un nouvel utilisateur, donc bah oui, je vais remettre le prix normal, alors que celui qui est revenu plusieurs fois sans acheter, bah, je sais qu'il a sûrement envie d'acheter, donc je peux lui monter un peu le prix. Ça marchait aussi sur Voyage SNCF, je crois, à une époque, mais ils avaient arrêté. Mais tous les outils, aujourd'hui, toute la partie crypto, ça fonctionne. Donc du Tor, du GPG, même si c'est très compliqué à installer, GPG est bien utilisé, mais ça marche bien quand on veut faire du mail. Si on fait du Jabber, c'est passé par OTR. Mais le chiffrement marche et les outils d'anonymisation comme Tor, ça marche bien aussi. Ouais. Et c'est à utiliser. Parce que ça, même si c'est pas pour vous protéger vous, ça protège aussi les autres. Plus il y aura de trafic dans Tor, moins les gens seront discernables parmi les autres. Aujourd'hui, il doit y avoir que les dissidents syriens qui passent par Tor, donc bah, on sait que si on voit un paquet Tor, c'est forcément du trafic de dissidents. S'il y a tout le monde qui se met à s'en servir, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça fait du bruit dans le réseau. Hop, il y a une autre question là. Excusez-moi, vous parlez de chiffrement, on peut chiffrer ses mails. On peut chiffrer ses mails, on peut quasiment tout chiffrer en fait. On peut tout chiffrer, donc on peut chiffrer ses mails au départ. Comment peut-on convaincre ses interlocuteurs d'utiliser la même méthode? Ah, ça c'est compliqué. Et lorsque je chiffre mes mails, l'interlocuteur, il a un message, comment ça se passe Alors, dans le détail technique, c'est un peu compliqué, mais oui, de toute façon, il verra bien qu'il a un message chiffré, il ne saura pas le déchiffrer sinon. Donc, parce qu'en fait, on chiffre à destination d'une personne. D'accord. Donc, ouais. c'est pas je chiffre pour moi et puis je peux l'envoyer, c'est je chiffre avec la clé de quelqu'un d'autre. Donc, il a forcément fait l'effort de déjà vous donner une clé, etc. Mais du coup, oui, ça marche bien. Il y a un plugin, donc Enigmail, qui s'installe dans Thunderbird. Et directement, vous faites du chiffrement. Par contre, ouais, toujours le problème, c'est qu'il faut que la personne en face soit d'accord et installer aussi ça et fasse gaffe à ses clés privées, etc. Mais ça marche bien. Et pourquoi vous n'avez pas suggéré aux personnes de changer leur mot de passe fréquemment avec éventuellement des calculateurs de mots de passe? Oui, alors parce que là la conférence était plutôt sur la partie décentralisée, mais la partie chiffre café vie privée, il y en aurait encore pour 2 heures de conférence. Mais oui, c'est changer les mots de passe, c'est mettre à jour les PC, c'est pas avoir le même mot de passe partout. Donc par exemple, c'est utiliser KeePassX pour avoir un mot de passe unique sur chaque site et un gros mot de passe qui est uniquement sur votre machine pour avoir accès à tous les autres. C'est mettre à jour son logiciel, c'est avoir un firewall qui soit bien configuré. C'est faire gaffe quand vous allez sur le site de votre banque, ou même sur le site de votre banque ou n'importe quel site internet, le HTTPS, ça ne suffit pas. Il y a beau avoir le cadenas et la barre verte, ça ne suffit pas. Moi, j'ai fait des analyses. C'est dommage que j'ai pas internet là, sinon j'aurais montré. Mais j'ai fait des listes des listes de sites internet et j'ai analysé la sécurité de leur cadenas et en fait, ça vaut rien. Parce qu'ils ne savent pas configurer un serveur. Et c'est toujours pareil. Voilà, une banque elle fait du fric avec votre fric. La sécurité, c'est pas son business. Donc on a des banques qui sont plus trouées que mon site personnel. Ça prend 4 lignes de code à changer, donc ça fait 2 ans que j'attends pour Caisse d'épargne. Mais il y a plein de choses comme ça. Ça va être aussi, oui, utiliser les bons logiciels, chiffrer ses disques durs, parce que vous perdez une clé USB ou votre portable, ou votre téléphone portable ou votre PC portable. N'importe qui démonte le disque dur et est capable de le lire. Il y a beaucoup de pertes de données comme ça. Voilà, plus on peut chiffrer, mieux on se porte. Mais malheureusement en France, ça sera peut-être illégal dans 3 mois. Mais c'est pas grave, faut utiliser quand même.
Oh, on s'en fout. Non, Tor est pas illégal en France. Et même d'en parler, d'en faire la promotion. Sauf s'ils considèrent que c'est de l'apologie du terrorisme, mais là je veux bien assumer. Voilà, mais je veux bien assumer dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. De toute façon, on gagnera. On finira par gagner. Le problème, il va se situer aussi au niveau législatif parce que le fait de ne pas donner sa clé de déchiffrement, moi, par exemple, j'ai chiffré mon disque dur personnel. Là, s'il y a, par exemple, demain une enquête sur moi, je vais devoir le donner, sinon je risque 3 ans de prison et 450 000 € d'amende. C'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La loi française interdit de s'accuser soi-même. Donc si les données qu'il y a sur le disque dur peuvent t'incriminer, t'as pas le droit, légalement, tu as le droit de dire je ne les donne pas la clé. En plus de ça, il faudra qu'ils arrivent à prouver que la non-divulgation de la clé a conduit à commettre un crime ou un délit. Donc c'est encore une autre étape. Ou a servi à commettre un crime et un délit. Si tu n'as pas donné ta clé, je vois pas comment ils vont le prouver. Après, ils ont effectivement le droit, c'est aussi dans la loi, ils ont le droit d'utiliser le matériel secret défense de l'armée pour casser ta clé pendant X temps. Il y a un mafieux italien qui avait chiffré son disque dur, qui s'est fait choper. Son disque dur a passé 3 ans dans les moulinettes du FBI, ils n'ont pas réussi, ils ont filé ça à la NSA qui ont mis 5 ans, ils n'ont toujours pas cassé le disque dur. Et à la fin, ils lui l'ont rendu en disant dégage, on en a marre. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont le droit de demander ta clé, tu as le droit de refuser. En plus, il y a des petits mécanismes assez sympas. Par exemple, mon disque dur est chiffré, si tu mets le mauvais mot de passe au démarrage, il rince le disque. Oh bah, je me suis planté de mot de passe. Donc voilà, il y a plein de manières comme ça, mais en France, il y a, heureusement pour le moment, on verra dans 6 mois, la crypto est autorisée, était relativement bien protégée, avec en plus tous les autres articles de loi, protection des sources, métiers protégés, genre avocat et compagnie. C'est pour ça qu'on ne comprend même pas qu'un président de la République appelle son avocat avec un téléphone qui parle en clair. Donc il devrait être au courant quand même qu'ils sont capables de casser ça. Mais en gros, en France, on a le droit d'utiliser la crypto, on a le droit de faire des sites comme Framablog, comme Framacloud et autres. Pour le moment, on touche du bois, mais c'est pas interdit. Ah, une question là-bas. Ouais. Alors je répète la question, ils mettent des mouchards dans les disques durs et on peut rien faire contre ça. Ouais, c'est un peu le problème. Aujourd'hui, la NSA fait des choses très très dégueulasses. Ils ont une équipe spécialisée qui s'appelle Tao. Pareil, centralisation d'Internet. C'est assez marrant jusqu'où ils vont. Amazon, ça fait à peu près 80% des ventes par correspondance en France. Tao, là, et l'équipe de la NSA s'est mis devant l'entrepôt d'Amazon. Et quand ils voient que vous avez commandé un PC, ils récupèrent le PC à la sortie de l'entrepôt, ils le blindent de mouchards et ils vous l'envoient par la poste. Donc là, c'est indétectable, hein, sauf à démonter le PC, à faire l'analyse. Il y a Seagate et Barracuda aussi qui ont été... Il y a une analyse des disques durs qui montre qu'il y a un backdoor dans le disque. Ouais, au niveau matériel, s'il y a bien un secteur où on a vraiment du mal aujourd'hui à se défendre, c'est le matériel. L'open hardware aujourd'hui, ça marche pas, quoi. Donc on n'a pas les plans des puces, on n'a rien, donc on peut pas faire grand chose là-dessus. Et donc c'est là-dessus qui se base. Mais après ça coûte cher, il faut quand même déjà être ciblé plus ou moins, ça peut pas être de la masse. C'est d'autres modèles de menaces, quoi. Mais oui, c'était Jacob Appelbaum en conférence au 31C3 qui avait démonté son téléphone portable, et même quand il avait enlevé la batterie, il a dit « Ah, attendez, j'ai oublié celle de la NSA ». Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Est-ce qu'il y a 2-3 batteries Ils ont réussi à concevoir des puces d'espionnage qui consomment moins que la décharge nominale de votre batterie. En gros, quand vous n'utilisez pas votre téléphone, la batterie elle diminue au fur et à mesure. Et ils ont une puce qui consomme moins que cette décharge-là. Donc entre le téléphone qui se décharge tout seul et un truc qui est branché, on ne peut pas faire la différence. Mais là, on est déjà dans un niveau de surveillance assez astronomique quand même, quoi. Ça coûte cher quand même. Un téléphone vérolé, c'est 1 500 $, un truc comme ça. Donc, il y a le catalogue en ligne. Il y a une question là-bas.
Oui, on a beaucoup peur, enfin on a très peur pour l'anonymat et tout ça. Il y a quand même des distros qui existent. Il y a la distro Tail qui intègre justement Tor. Ouais. Il y a Tails qui marche Il bien. y a des solutions pour le particulier en fait. Ah, il y a des solutions pour le particulier. Voilà, Après, on est en train de faire peur à plein de particuliers qui se disent bon bah voilà, je veux pas être parano, mais bon, on est suivi, espionné et tout ça. Mais il y a des solutions à mettre en place chez eux, quoi. ouais, tu as des solutions à mettre en place, mais après, je sais pas si tu as utilisé Tor ou Tails dans ta vie, mais c'est Oui. oui, bah c'est après, pas encore très utilisable au quotidien. Tails mais en particulier. plus on sera nombreux, voilà, plus. Oui, plus on sera nombreux. Mais après, ça des pose relais des qui problèmes, manquent c'est que surtout. ouais, là où justement, j'espère, c'est Benjamin Bayard, je crois, qui avait sorti ça en disant que le jour où on en arrivera là, on aura tout perdu parce que Oui. Ouais. c'est, enfin, ouais, ok, les outils de crypto ça marche, mais quand je vois moi qui chiffre tout et tout le temps parce que je travaille sur les documents Snowden, ouais, mais ma vie elle est pas rose non plus quoi. Faut faire gaffe, le moindre mail. Quand je vais sur un site, je vais regarder le DNS avant. Enfin, c'est un peu, il y a des solutions, mais c'est pas utilisable quoi. J'aimerais bien pouvoir les éviter. Mais oui, il y a des solutions. Ça s'améliorera sûrement avec le temps. Mais après là, par exemple, voilà, il y a eu même le cas plusieurs fois. Hein, les personnes qui hébergeaient des sites dans Tor de vente de drogue ou autre, bah, ils continuent d'utiliser Gmail. Ils se sont fait choper par là quoi. Il y a des exemples très moches. J'en vois plein hein, quand on fait des démonstrations en chiffre au fait avec du Tor. Regardez, c'est cool, je suis anonyme sur Tor. Tu regardes son compte, tu regardes son écran, il est connecté sur Gmail quoi. Voilà quoi. Il y en a tellement partout en fait que. Voilà, il y a aussi du bon sens, il y a aussi beaucoup de formations. Mais après, parce que là c'était pas vraiment le terme de la conférence, mais par rapport à où effectivement au niveau sécurité il y a du bon sens à avoir. Quand on voit les mochetés qu'il y a sur internet, même avec le meilleur bon sens du monde, si t'es pas technicien, t'es incapable de voir que t'as un problème quoi. On voit un mail sur la poste, tu vas mettre je sais pas combien de temps avant de te rendre compte que tu causes avec Google quoi. Donc avec la NSA. Et en plus, c'est des sites qui n'ont vraiment rien à voir entre eux. Hein. C'est du La Poste, c'est du Le Monde, tu sais pas. Oui, bonjour. Bon, moi je suis néophyte, hein, j'entends déjà des cryptages, des choses très, très techniques. Moi je suis nouvel utilisateur, on va dire, depuis très peu de temps. Donc je vais sur Internet de temps à autre. Et comment on peut se... D'abord, première question, vous dites c'est dégueulasse, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière justement? Bon, je vais sur la poste, admettons. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette donnée-là, par exemple? Ou sur d'autres Bon, la poste, ça va pas forcément être gênant. Quoique si, ça peut savoir que vous avez tendance à envoyer beaucoup de colis ou beaucoup de lettres. Vous allez après, ça va être Le Monde. Vous allez voir sur Le Monde en fonction des articles que vous consultez, on va être capable de cibler votre centre d'intérêt. Et après ça, c'est revendu. Ils refont des stats, ils refont du tracking derrière. Et au final, Google arrive à mieux savoir que vous ce que vous faites quoi. Ils arrivent aujourd'hui, ils ont développé des algos, ils sont capables de vous dire hey, attention, tu vas être en retard, t'es pas parti, t'as une réunion dans 2 heures et en plus c'est bouché, je sais que tu prends la bagnole le jeudi. Et, Mais on peut les balader aussi, on peut faire des fausses recherches, je veux dire, dans d'autres techniques. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que sauf à truander tout le temps. Alors après, il y a des extensions qui existent hein, pour essayer de polluer un peu tout ça et de masquer ces données-là. Mais on finit toujours, au final, quand on utilise Internet, on a toujours les mêmes réflexes et les habitudes, et ça, ils arrivent quand même certainement malgré soi, mais des fois on fait des recherches sans finalité. Oui, mais bon, précise. Je ne sais pas non plus quand Mais c'est peut-être là le danger d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être là le danger. C'est-à-dire qu'on peut aller tout à fait anonymement sur différents sites. Effectivement, il peut y avoir des conclusions qui peuvent être tirées de ceux qui peuvent exploiter. Il y avait plusieurs. Me ferait plus peur plutôt que. Il y a eu des exemples comme ça. Hein. Par exemple, c'était une famille bien sous tout rapport qui a vu débarquer le SWAT aux États-Unis parce que la mère avait cherché cocotte minute le lundi et le père sac d'engrais le vendredi. C'était juste le lendemain des attentats de Boston. Oui, ils ont vu débarquer le SWAT. Ça peut être une tierce personne qui une tierce personne. Et il y avait eu un truc un peu plus sérieux. C'était aussi un journaliste qui avait été arrêté, qui a été en prison pendant plus de 6 mois de mémoire, parce que la NSA avait l'intégralité de ses historiques de communication. Et en fait, au juge, ils avaient donné qu'un extrait des logs en disant regardez, il a visité tel site et tel site et tel site et tel site. Et effectivement, c'est des trucs Tor, attentats, terrorisme, machin, tout ça.
Et en fait, le juge l'a condamné du coup en étant terroriste. Et quand la NSA a divulgué l'intégralité des logs, en fait, ça justifiait parce qu'il avait visité tel journal avant ou qu'il faisait une recherche pour écrire un tel article. Et en fait, les logs, on leur fait dire ce qu'on a envie, quoi. Et des fois, il y a des raccourcis qui sont pris. Typiquement, pareil, un outil de la NSA qui fait de l'analyse de données. À partir du moment où vous alliez sur le site de Tor, vous étiez catalogué comme terroriste. Ils n'allaient pas plus loin. Vous cliquez sur un lien Tor, pof, vous êtes terroriste dans la base de données de la NSA. Et en fait, c'est tout ça, c'est aussi les erreurs de jugement, ça va être les fuites de données. Ces bases de données-là, si elles finissent dans la nature, je ne sais pas ce que les gens peuvent en faire. Si ça tombe à mon assureur, mon employeur, ou autre, ça peut être un lien qui est complètement anodin hier, peut être très bordélique demain. Il y a eu l'exemple en Ouganda aussi, par exemple, consulter une page Facebook, ça paraît, c'est totalement anodin, surtout des pages Facebook publiques, sauf que les islamistes sont arrivés au pouvoir, l'homosexualité a été punie de la peine de mort. Le gouvernement ougandais, ils ont été sur Facebook, ils ont cherché tous les Ougandais mâles homosexuels, on envoie la police d'État, on leur tire une balle dans la tête. Donc un lien qui était anodin hier, il devient mortel demain. Je sais pas, ça a été aussi, la NSA s'amuse à ça, par exemple, à stocker toutes les données pendant plusieurs années. Et on peut imaginer, en France, ça sera aussi sûrement le cas, voire ça l'est déjà. Ils analysent tout. On peut imaginer 2017, le FN qui arrive au pouvoir, on sort tous les stocks d'archives, et puis on y va, quoi. Tiens, t'as été visiter un site de gauche, t'as des parents qui sont étrangers, t'as dit du mal de la politique, puis on se fait les 10 ans d'historique. Donc on ne sait jamais de qu'est-ce qui va en être fait de ces données-là. Et les recherches, c'est des questions tout à fait néophytes, mais est-ce qu'on peut se protéger déjà des recherches sur Google plus simplement, dans un premier temps, parce que ça demande d'avoir des connaissances, et puis pour radicaliser, pour changer dans un autre système, alors qu'on maîtrise à peine celui-ci, c'est déjà compliqué, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance, mais est-ce qu'on peut se protéger déjà Alors par exemple, le problème du DNS, c'est quelque chose qui ne va pas concerner beaucoup de monde. Pour en arriver à faire des stats à partir de ça, c'est compliqué, pour l'instant on n'en est pas là, donc ça on peut un peu l'oublier. Le mail, par exemple, c'est plus problématique parce que comme Google indexe tous les mails en entrant et en sortant pour pouvoir faire des stats de publicité et autres, on ne sait pas à qui on envoie le mail, on ne sait pas s'il finira. Là, c'est vrai que sauf à aller regarder à la main à quel nom de domaine est associé telle adresse IP, on ne saura pas le faire. Mais pareil, analyser un mail, c'est pas non plus forcément gênant, surtout qu'on peut le chiffrer, il y a d'autres moyens. Après, quand on arrive sur le net, sur la partie que j'ai montrée avec les tracking et autres, il y a plein d'extensions. Là-dessus, on est vachement armé. On a Request Policy qui permet de bloquer, quand vous allez sur le site du Monde, il n'y a que les trucs du Monde qui ont le droit d'être téléchargés, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est bloqué. Il y a NoScript qui interdit d'exécuter du code sur votre navigateur. Il y a Smart Referrer qui va justement masquer d'où vous venez. Il y a plein d'outils comme ça qui marchent très bien, mais qui marchent même trop bien. C'est quand vous avez installé tout ça, vous chargez une page, c'est blanc. Parce que c'est tellement l'enfer. Typiquement, une page Facebook, Facebook n'est pas servi par Facebook. Facebook est servi par Akamai, qui est un des gros centres de données que j'ai expliqué où il ramenait les données. Donc du coup, si je laisse pas passer Akamai, j'ai pas accès à Facebook. Mais si je laisse passer Akamai, je laisse passer tous les autres clients d'Akamai. Donc Google, machin, Tartampion, Le Monde, Tumblr. Donc où est-ce que je mets la limite sinon, allez leur taper dessus en leur disant arrêtez vos conneries et de mettre 45 000 domaines, ramenez vos données chez vous, quoi. Mais je suis pas sûr que Facebook nous écoutera. Mais là-dessus, voilà, il y a des outils qui fonctionnent quelles que soient les technologies, entre Windows, Apple, etc. Oui, ça c'est des extensions Firefox, donc il suffit de les installer dans Firefox et ça marche. Après, par exemple, Request Policy, ça bloque tout, mais il y a peut-être moyen d'être un peu moins violent en disant juste tu bloques pas, mais tu m'affiches quand même. Enfin, tu m'affiches d'où ça vient. Comme ça, on a un peu plus conscience en fait du problème. Par exemple, c'est les listes que j'avais montrées avec tous les liens. Là, j'avais tout bloqué, mais je peux dire tu m'affiches juste ça, comme ça, je suis bien conscient de ce que je fais. Et puis, mais tu laisses quand même passer parce que j'ai quand même besoin d'aller voir la page, quoi. Donc, c'est à savoir où est-ce qu'on met la limite. Il y a plein d'extensions comme ça. Hein. Ça peut être même, par exemple, modifier ce qu'on appelle le user agent de Firefox. Parce que le user agent, en fait, c'est une chaîne de caractères qui identifie de manière très précise votre navigateur.
Ça veut dire je suis un Mozilla Firefox en version 33 sur un Linux à telle version avec tel noyau et tel système d'exploitation avec ma résolution d'écran. Enfin, en gros, c'est vous, quoi. Et vous pouvez lui dire, il y a une extension qui permet de le changer. Et vous dites, bah non, en fait, moi je suis un Firefox 36 parce que c'est la version la plus utilisée, sur un Windows parce que c'est l'OS le plus utilisé, avec un Windows 8 à telle version. Et comme ça, on retrouve exactement la même empreinte que le navigateur le plus utilisé du moment. Et donc du coup, bah, on est un peu plus indiscernable. Mais il y a plein de choses. Ils sont capables de faire des stats sur les polices de caractères utilisées, sur les plugins installés, sur la taille de votre écran, sur la langue utilisée, le fuseau horaire. Bah, déjà, le fuseau horaire, ils éliminent un 23-24e de la population mondiale. Donc, il y a 2 sites comme ça, si vous voulez voir un peu, parce que c'est assez énorme. Il y a amyunique.org et panopticlick.eff.org. Vous allez dessus, vous dites testez-moi, et là il affiche toutes les données qu'il arrive à remonter de la machine en vous disant vous êtes unique parmi tant de personnes. Et à la fin il vous dit si vous êtes unique ou s'il a déjà vu un navigateur avec la même configuration que la vôtre. Et la réponse c'est simple, vous êtes unique. Et ça, si ça vous intéresse, bah, d'ailleurs il faudra que j'essaye d'en faire une dans le coin alors. Parce que c'est ce qu'on apprend aux gens en fait, dans les cafés vie privée. C'est montrer tout ça, le bordel, on parlait de HTTPS, les cadenas, tous ces trucs-là. C'est des choses qu'on apprend aux gens, on leur explique. Et donc ça pourrait être peut-être l'occasion d'en faire une dans Limoges un de ces jours. Oui, parce que c'est la bonne transition entre ce que vous proposez, d'aller sur un logiciel libre. Oui. Déjà une meilleure connaissance pour qu'on soit déjà plus armé pour comprendre et après aller plus facilement vers ce que vous proposez, parce que finalement c'est aller partir d'un inconnu vers un autre inconnu pour quelqu'un comme moi par exemple, et on est des millions je pense, et ça ne va pas être facile de faire la transition, surtout que vous la souhaitez rapide. Ouais. Bah après sur le FramaCloud, la chose qui est faite correctement, c'est qu'en fait c'est des outils qui sont relativement grand public et qu'on n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit à l'autre utilisateur. Quand j'héberge une image, en fait l'utilisateur en face il va s'en foutre un peu d'où vient l'image, mais moi j'aurais fait le travail, je lui fournirais quelque chose de propre. Et après il y a aussi ce qu'on appelle la ségrégation physique, c'est que généralement on communique toujours avec les mêmes personnes, on a à peu près le même noyau, et donc en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir converti 99% de l'humanité pour être au propre. Juste son cercle d'amis d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes, ça suffit déjà à écrémer 90% des problèmes. Et donc c'est les outils comme FramaCloud, ça permet au moins de nettoyer son cercle de confiance assez facilement généralement. Mais c'est sûr qu'on ne sera pas à l'abri d'avoir un employeur qui continue à envoyer un lien Google ou une vidéo sur YouTube. Ça, c'est Une dernière question peut-être pour moi. Par rapport à ce qui s'est passé avant, imaginons que la transition se fasse et que les logiciels libres se développent. Quid des interactions passées, des recherches passées, etc. Y a-t-il un moyen aujourd'hui d'effacer le droit à l'oubli? Je sais qu'il y a un Espagnol qui a eu gain de cause récemment, il y a quelques temps là, contre Google. Alors le droit à l'oubli... c'est en France, parce qu'ils ont gardé les données, c'est le problème. Ouais, alors... En fait, le droit à l'oubli, c'est très compliqué. Déjà, il y a un proverbe qui dit que tout ce qui rentre dans Internet ne sortira jamais d'Internet. C'est vrai dans les deux sens, c'est-à-dire que ça ne sortira pas en dehors d'Internet. De toute façon, il n'y a rien en dehors. Mais en même temps, ça ne sortira jamais d'Internet. Donc ça, il restera à vie. Parce qu'on ne sait jamais en fait, qui c'est qui a pu aspirer les données, où est-ce qu'elles se trouvent. On peut aller attaquer Google en leur demandant de supprimer les données, mais... par exemple, l'Espagnol en question a effectivement demandé à Google de supprimer des données. Google l'a fait en Espagne. Oui, donc si vous cherchez depuis un google.com, vous voyez le truc arriver. Je crois que c'est en Europe. Ou en Europe, ou en tout cas en Europe, peut-être une juridiction européenne, mais en tout cas vous allez sur google.com ou google.cn, vous voyez le truc arriver. Il y a des effets de bord un peu bizarres, parce qu'on parle de Google, toujours pareil, on parle de recherche de données, tout le monde parle Google. Mais il y a combien d'autres sites de recherche sur Internet? Et en particulier, Google les indexe aussi, ces sites-là. Et donc en fait, il y a eu des cas un peu bizarres, par exemple une censure sur Wikipédia. Google avait indexé Wikipédia. La personne, Google et DuckDuckGo par exemple, la personne a porté plainte contre Google et Google a effectivement retiré le lien Wikipédia, mais pas DuckDuckGo. Donc quand Google est repassé par DuckDuckGo, la page elle est réapparue et puis sauf à aller bloquer tous les moteurs de recherche d'un coup, on peut pas effacer un lien. C'est interconnecté. Il y a même des web archives, par exemple archive.org, qui indexent toutes les pages qu'ils trouvent pour garder un historique. On peut remonter sur plus de 30 ans.
Et donc le droit à l'oubli, c'est un peu utopique en fait. Et c'est d'ailleurs c'est un peu la seule phrase que je dois retenir de Steve Jobs, c'est il avait dit si vous voulez pas que quelque chose se produise, vous ne le faites pas. Parce que sur Internet, et encore moins sur Internet, parce que le moindre lien, enfin j'ai fait des tests, hein, vous publiez une image sur Twitter, si vous avez un serveur web, vous regardez les logs, en 2 secondes, il y a la moitié du monde qui est en train de regarder votre image, quoi. Parce que c'est plein de robots qui se sont déclenchés, qui commencent à indexer tout ça. Et ça va être du chinois, du thaïlandais, du américain, du Amazon, du Google, du DuckDuckGo, du Six, du Startpage. Et vous voyez la moitié du monde qui défile, hein, le serveur il encaisse. Hein. Donc c'est un peu utopique, hein, le droit à l'oubli. Et en plus ça a le côté dangereux que ça peut être détourné pour faire de la censure. Des politiciens qui ont tenu des propos un peu déplacés, qui auraient bien aimé que Google les censure, pour éviter que ça se sache un peu trop, quoi. Donc c'est toujours les armes à double tranchant. Alors si on se protège tous, puisqu'on est maintenant dans un état policier, si je me protège trop, est-ce que je me désigne pas moi-même comme terroriste ? Ça peut être le problème, effectivement. Aujourd'hui, c'est typiquement le problème de Tor. Aujourd'hui, la NSA dit que tous ceux qui utilisent Tor sont considérés comme des terroristes parce que ça concerne 1% de la population mondiale. Et il y a de grandes chances, effectivement, qu'on fasse des trucs pas top avec Tor. Enfin, pas top, en tout cas pas voulu par le gouvernement, hein, parce que sauver la population en Syrie, c'est quelque chose qui est fait à travers Tor. Mais on est vu comme des méchants parce qu'il y a aussi toute la... Enfin, ouais, il y a qu'à regarder comment Envoyé spécial fait un reportage sur Tor. Enfin, on juste rigole, quoi. Pendant 1h30, on parle de vente de drogue, de terrorisme et de tueurs à gages. Puis les 5 dernières minutes, on va dire ah oui, mais au final, ça permet aussi la liberté d'expression en Syrie, en Libye, en Iran, en Irak. Donc, oui, si on se met tous à chiffrer trop, on peut passer pour un terroriste. Mais à l'inverse, moi j'ai chiffré depuis très longtemps, je chiffre tout depuis très longtemps, donc je pourrais pas chiffrer plus. Donc ils pourront pas faire la différence entre le moment où j'ai rien à cacher et le moment où j'ai des choses à cacher. Et ça sera difficile si c'est chiffré en plus, ils pourront pas les prouver qu'eux ou... Le chiffrement pose problème puisque c'est des règles de sécurité de base, puisque quand on demande, j'ai l'impression, moi qui pose des questions, j'ai l'impression, oui, il faut chiffrer. Donc pourquoi maintenant ça a l'air de poser un problème ? Ça pose problème parce que ça permet pas aux policiers, et même pas aux policiers, c'est même pire que ça ne permet pas aux politiques de justifier qu'ils font suffisamment de choses en France pour combattre le terrorisme. Parce qu'en fait, ils disent il y a du chiffrement, donc ça va servir aux terroristes. C'est exactement la même manière, on l'a vu avec la 380. Il y a des gens qui sont rentrés dans une cabine, on va mettre une porte blindée. Oui, mais ça génère d'autres choses. Il a fallu réagir, donc ils font des choses. Mais ils n'ont pas écouté les techniciens. Les techniciens disent bien que la censure et ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça servira juste à rien. Je travaille avec le projet Tor. Même les policiers nous ont dit aujourd'hui le plus gros réseau de pédopornographie en France, c'est la Poste. Parce que les mecs, ils sont pas cons. Ils envoient un colis par la Poste. Il y a 2 cas possibles. Soit les mecs ont un mandat. Ça veut dire qu'ils sont déjà sous surveillance, etc. Et donc là, effectivement, ils ont le droit de saisir le colis. Soit ils n'ont pas de mandat, ils saisissent le colis, ils sont dans l'illégalité. Donc de toute façon, la preuve, elle n'est pas réfutable. Et en plus, la Poste, c'est une énorme bande passante, un disque dur de 500 teraoctets. En une journée, en 24 heures, c'est bon, c'est envoyé de l'autre côté. Et les flics ont bien dit, ils sont capables de tracer ça, ils sont capables de le suivre, et le chiffrement ne les embête pas. Donc, parce qu'ils auront déjà les personnes sous écoute ou par des moyens conventionnels. Donc c'est juste parce que si aujourd'hui le chiffrement est si mal perçu, c'est juste parce que les politiques ne peuvent pas se permettre de rien faire. Et donc on va taper sur Internet, on va taper sur le chiffrement, on va taper sur n'importe quoi. C'est Cazeneuve qui a sorti 90% des terroristes ont utilisé Internet. 100% utilisent une bagnole, c'est pas pour ça qu'on interdit. Non, mais bien sûr. Voilà, ou 100% des avions qui se crashent décollent d'un aéroport, mais Cazeneuve il veut essayer d'en construire d'autres. Donc je pense que c'est surtout en fait une vision politique. Ils comprennent pas comment fonctionne Internet. Ils ont aussi l'impression, comme ils disent, le Far West d'Internet. Ils ont l'impression que c'est une zone de non-droit,
Alors qu'en fait, on va beaucoup plus vite à régler nos problèmes dans le réseau que dans la réalité. Meilleur exemple, sur Diaspora, les djihadistes sont venus en essayant de faire leur propagande, les admin 6 de Diaspora sont réunis, en 10 minutes c'était bouclé, tout était bloqué. Sauf ceux qui ont dit non, liberté d'expression, je peux pas bloquer, mais moi ils justifiaient, mais il y a eu des actions de prise, des décisions, et ils ont l'impression qu'ils vont contrôler Internet, mais ils peuvent pas le contrôler. Sauf à faire comme en Chine, avec le fournisseur d'accès national, et on filtre tout, on n'a accès à rien, et les dérives qu'on connaît, parce que la place Tiananmen, elle n'a jamais existé en Chine, quoi. Enfin si, avec des fleurs. Et dans quelle mesure le chiffrement peut être mal considéré? Le logiciel libre permet justement d'échapper à la recherche, enfin, par rapport aux nouvelles lois que vous avez évoquées tout à l'heure. Dans quelle mesure le logiciel libre, s'il est développé, ne va pas être considéré de la même façon par les politiques? Ah bah c'est à peu près à prévoir qu'ils iront vachement Oui, loin. Hein. oui, voilà. Ils continueront, quand ce ne sera pas le chiffrement, les attentats ils s'arrêteront pas. Hein. Donc ça sera après le chiffrement, on va passer au logiciel libre et puis on finira. Ah bah non, t'as pas le droit d'utiliser un autre FAI que ton FAI gouvernemental, et puis on t'interdira d'utiliser les DNS d'une autre boîte. On interdira les VPN et puis on continuera l'escalade sécuritaire. On l'a vu en 6 mois, on n'a jamais vu autant de lois qui essayent de contrôler Internet, quoi. Et en comprenant pas du tout qu'est-ce qu'ils font, quoi. Quand les mecs arrivent en disant on va censurer avec les DNS, mais tout le monde rigole, quoi. Ça prend pour contourner, ça prend 2 secondes, quoi. Donc voilà. Mais c'est juste les politiques. Je pense que ça c'est vraiment un problème de politique, et c'est pour ça aussi qu'il faut pas hésiter, en passant par exemple par la Quadrature du Net, à contacter vos députés, à faire un peu du lobbying. En les appelant, en leur expliquant ce que c'est, en leur demandant de se renseigner un peu, en arrêtant de prendre des amendements qui sortent de on ne sait pas trop où, et qu'ils arrêtent de considérer que l'Internet est français, et puis après qu'ils comprennent comment ça marche. Et ils verront bien que de toute façon on peut rien faire. Si ça passe pas à droite, ça passera à gauche. Et quand ça passera pas à gauche, on fera des ponts Wi-Fi comme on a fait en Syrie. Il y a un micro qui arrive. Il me semble que sur Thunderbird, pour les mails, il y a moyen de chiffrer. Il propose, voulez-vous chiffrer il me semble, non? Alors il y a deux, ouais, alors c'est peut-être pas forcément le même chiffrement. Il y a 2 chiffrements possibles avec Thunderbird. Il y a le fameux chiffrement effectivement qui est en standard dans Thunderbird, qui demande d'activer SSL TLS. Donc ça qui est l'équivalent en gros de HTTPS pour le web. Mais en plus de ça, on peut chiffrer aussi avec GPG, donc avec une extension Enigmail qui permet de faire du chiffrement, mais là vraiment du message et pas juste de la communication. Parce que le SSL TLS, c'est très mal foutu. Il y en a beaucoup qui ne le supportent pas. Par exemple, vous êtes chez Orange, il n'y en a pas de SSL TLS, donc vous envoyez un mail, il passe en clair. Mail, c'est une carte postale. Hein. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais un mail, quand ça passe dans le réseau, c'est une carte postale. On a accès à tout le contenu du mail. Et justement, si on n'a pas ce chiffrement SSL-TLS, c'est vraiment en clair. S'il y a SSL-TLS, il y a juste le fournisseur d'accès qui peut y avoir accès. Donc là, Orange. Et Orange n'a pas de SSL-TLS quand on envoie du mail. Donc le mail, il part en clair. Mais par exemple, si vous êtes chez Gmail, vous pouvez l'activer. Et donc dans ce cas, il n'y a que Google qui est capable de lire le mail. Et si vous avez du GPG dedans, il n'y a que votre destinataire. Et même Google lui-même n'est plus capable de le lire. Donc il y a bien les 2 options. Il y a ce qu'on appelle le chiffrement du transport et le chiffrement du message. Et le TLS, ça concerne que le transport, pas le message. D'autres questions ? Une petite question concernant les navigateurs libres et leur indépendance vis-à-vis de Google. Si on regarde Chromium, c'est Google, et Firefox est un petit peu financé par Google aussi. Alors Chromium, c'est pas Google. Chromium était un outil, était un logiciel libre bien avant que Chrome n'existe, et Chrome est basé sur Chromium. Donc en gros, Chrome, c'est Chromium plein de merde. Mais du coup, Chromium tout court, ça marche bien. Il y a eu le problème effectivement Mozilla, qui avait un financement à 50%, à hauteur de 50% par Google, qui vient de l'abandonner au profit de 50% de pub par Amazon. Je ne sais pas lequel est le mieux. Mais après, il faut bien vivre. Hein. Le projet Tor est financé à 50% par la NSA. Mais voilà, c'est
Il y a un moment donné, oui, il faut de l'argent. Après, c'est du logiciel libre, donc on a accès au code source, on sait qu'il n'y a pas de problème dedans. On l'a vu avec Debian qui a dit, même le logo n'était pas libre, ils l'ont viré, ils en ont mis un autre. Donc ils ont pu virer aussi les différents mouchards qu'il y a pu y avoir dedans. Donc ça reste du logiciel libre, donc après qu'ils en font ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment un problème. On est capable de vérifier s'il y a une dérive ou pas. S'il y a une dérive, on sera capable de toute façon soit de l'en empêcher, soit d'en faire un fork. Donc c'est l'avantage du libre, c'est qu'on n'a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit pour que ça marche. Et bon, par contre, il faut relire le code, parce que ça c'est un gros problème. Ça doit être du logiciel libre, il n'y a pas de relecture de code, ou très peu. Parce que les gens n'ont pas le temps, ou c'est pas motivant, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de failles qui ne sont pas détectées à cause de ça, parce que tout le monde dit non mais c'est libre, on a accès au code source, mais il n'y a juste personne qui le regarde. Ouais, OpenSSL, enfin, pour pas le citer. Il y en a d'autres. Et ça fait aussi partie des bonnes volontés. S'il y a des gens qui savent relire du code ou écrire de la doc ou machin, n'hésitez pas. Il y a plein de projets qui réclament que ça. Et c'est même des fois plus efficace que de filer juste de l'argent. Encore d'autres questions ? Non ? Bon. Eh ben, merci à tous.